Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Avec Caroline Leroy, nous avons voulu passer un moment d'échange avec Prosper Vanner. Il est ingénieur et ethnologue. Et son sujet, c'est l'hospitalité. En effet, la question de l'hospitalité et de l'accueil, avec ses différentes déclinaisons qui posent des questions fondamentales sur les dérives sémantiques et leurs impacts dans l'industrie du tourisme. Mais qui sont ces touristes ? Sont-ils ceux qui ont de l'argent et qui consomment uniquement, c'est-à-dire une minorité ? Ou sont-ils ces personnes invisibles de passage qui se déplacent sur une destination pour d'autres raisons ? Études, raisons médicales, aidants, visites de famille, etc. Devrions-nous parler d'hospitalité plurielle, une hospitalité beaucoup plus inclusive, d'intérêt général ? La logique d'investissement qui favorise le confort matériel et l'optimisation de la rentabilité met de côté une logique d'hospitalité facilitant l'accueil. Que deviennent ces relations humaines, ces moments d'échange avec l'autre, de connexion au vivant, d'accessibilité à tout type de personnes ? Quel type d'économie cela développerait ? Qui seraient les bénéficiaires ? Voilà des questions auxquelles nous essayons de répondre en se basant sur 3 éléments. Sortir du confort pour revenir au réconfort, sortir du touriste et parler d'hospitalité, se diriger vers une intermédiation, tout ce qui nous met en relation avec les uns et les autres. À un moment, il faut s'émanciper de la qualité touristique, du classement sur le confort et de l'intermédiation numérique, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, pour retrouver de nouvelles marges de manœuvre qui seraient plus inclusives. Ce ne sont pas juste des paroles, mais aussi des actions concrètes avec l'Hôtel du Nord à Marseille et la coopérative Les Oiseaux de Passage, de penser l'hospitalité collectivement. Bonjour à vous deux, je suis ravi de vous retrouver. Je vous connais tous les deux, je vous ai jamais rencontrés en même temps, ça a toujours été séparé. Alors, avec Prosper, on a eu une expérience quand même assez atypique à travers l'Hôtel du Nord, où on a emmené des étudiants un peu en dehors de leur zone de confort. Ça les a choqués. Et puis Caroline, toi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Depuis les universités du tourisme durable, on avait co-animé cet atelier ensemble. J'ai écouté le podcast dernièrement, je trouvais que c'était sympa. Tu nous as bien représenté, etc. C'était cool. Donc voilà, 2 personnes engagées. Ça me fait vraiment plaisir de prendre ce moment ensemble. Écoute, je laisse la parole à Caroline pour mener cette interview. Et moi, je m'amuserai à jouer le phénomène rebond de temps en temps par rapport à des choses qui m'interpellent, etc., pour en savoir un peu plus de votre part et de la part de Prosper. Donc, à toi, Caro. Super, merci beaucoup François et ravi de t'accueillir avec nous aujourd'hui, Prosper, sous ce format carte blanche cadeau de François, sous l'œil des chercheurs qui visent aussi à faire un travail de médiation scientifique et tu as beaucoup de choses très intéressantes à nous dire. Donc déjà, en préambule, voilà, moi je souhaiterais qu'on nomme ce podcast Arrêtez de parler de tourisme durable et parlez-nous de pluri-hospitalité. Donc j'aimerais bien que tu rebondisses déjà sur ce concept d'hospitalité et de pluri-hospitalité. Et puis aussi, si tu peux te présenter, voilà, qui tu es et c'est quoi d'ailleurs un ingénieur ethnographe. Déjà, merci pour ce cadeau et pour ce travail. Ouais, je sais que c'est un travail quand même conséquent de faire toutes ces émissions, de les diffuser. Et je crois que c'est ça, on en a une quarantaine. Ouais, 48 cette année. Ouais, 48, alors même une cinquantaine presque. Ouais. Donc, alors, peut-être me présenter et après arriver sur hospitalité, un ingénieur ethnographe, ingénieur puisque c'est ma formation d'origine. J'ai fait une école d'ingénieur central en gestion de projet et après, il n'y a pas longtemps, une thèse en sociologie, mais j'ai mis ethnographe puisque ma thèse, qui a été réalisée sous la direction de Saskia Cousin, c'était plutôt quand on a créé les oiseaux de passage, donc une nouvelle plateforme qui était justement sur ce paradigme de l'hospitalité. On savait que ça allait être compliqué à mettre en œuvre parce que après moi avoir depuis 10 ans développé une offre d'hospitalité dans les quartiers nord de Marseille, un réseau de chambres d'eau, de balades, de production locale, j'ai eu l'impression de passer mon temps à rentrer des ronds dans des carrés.
Les ronds, c'était les projets d'hospitalité d'accueil, et les carrés, c'est le dispositif touristique, sa règle, ses algorithmes, ses modes de calcul. Et donc, on a décidé de monter les oiseaux de passage pour mener des travaux de recherche, avoir une plateforme comme nous, on voulait imaginer, et faire des travaux de recherche. Et on savait que voilà, il allait falloir réinventer des algorithmes, des modes de classement. Et ethnographe, ça veut dire de prendre des notes, en fait, de noter toutes les discussions qu'on avait, puisqu'on a quand même passé 1 an et demi à développer cette plateforme, à réfléchir à des nouvelles fiscalités, à créer des groupes de travail. Et donc, pendant tout ce temps-là, de prendre des notes, et après, de prendre le temps de réfléchir. Mais c'est un exercice que j'avais pas fait quand j'étais à la création d'Hôtel du Nord. Et c'est vrai que là, on avait eu beaucoup de discussions aussi très riches. Et j'avais pas eu ce réflexe, moi ou d'autres personnes, d'enregistrer, de garder des archives de tout ça, de toutes ces réflexions, ces discussions, où on avait déjà des discussions autour de l'hospitalité. Donc, d'où ethnographe. Et c'est ce que je continue à faire, c'est-à-dire continuer à expérimenter, mais en étant vigilant sur prendre des notes, enregistrer, pour pouvoir avoir des temps, des fois, dans des cadres de travaux de recherche, pour revenir sur ces travaux et repartir de ça pour essayer de produire de la connaissance. Donc, c'est ça, ethnographe. Et ingénieur, parce qu'il y a le côté mise en œuvre qui, pour moi, est important. Donc, je renie pas cette formation que j'ai eue, hein, même si j'ai peu exercé comme ingénieur. Mais l'idée de la pratique, de l'application très concrète dans des contextes autant institutionnels que coopératifs, que d'autres pays en Europe, d'appliquer ces principes-là et très concrètement de les exercer au quotidien. Donc, il y a ce côté d'ingénierie. Notamment, ça a été tout le travail pour moi d'Hôtel du Nord, de trouver une ingénierie pour proposer l'hospitalité dans les quartiers nord de Marseille sans perdre le sens qui était porté par les habitants de ces quartiers quand ils voulaient proposer l'hospitalité et raconter leur récit. Et pour revenir sur hospitalité, c'était bien, le terme pour moi est important parce qu'il joue sur cette ambiguïté. Il a la même racine que hospitalité, hostilité. Donc c'est comment on accueille l'étranger chez soi et on en fait un ami. Il y a toute cette idée. Donc comment on accueille quelqu'un qu'on peut penser aussi que c'est un ennemi. Il y a beaucoup de règles d'hospitalité. Ça pose des questions des deux côtés. Quand on accueille chez soi aussi, il y a des règles d'hospitalité. On peut pas accueillir des fois très longtemps, on accueille dans certaines conditions, etc., etc. Et puis le mot hospitalité, il permet aussi, il y a l'idée d'hôpital derrière, de prendre soin des personnes, prendre soin de l'environnement. Il y a l'idée d'otage aussi. Ça a donné le mot stage aussi, otage. Donc des fois, on est pris en otage aussi, on peut être pris en otage des formes d'hospitalité. Et puis dernièrement, il y a une autre forme que j'aime beaucoup, ça a donné aussi host en anglais, ça a donné ghost, fantôme. Et c'est aussi tous les fantômes. Et dans le tourisme, il y en a beaucoup, des gens qui sont complètement invisibles, les travailleurs qu'on voit jamais autour de la table, même dans nos réseaux du tourisme durable, les syndicats sont absents, les travailleurs sont absents. Tous les autres voyageurs, les autres personnes qui doivent être hébergées, on a l'impression que les villes sont habitées que par des touristes et des habitants, mais que tous les autres, les étudiants, les aidants, les gens qui viennent travailler, les artistes n'existent pas. Donc c'est un milieu qui crée beaucoup de fantômes, je trouve. Et donc voilà, le mot hospitalité permet toutes ces déclinaisons et réflexions. Et c'est un mot sur lequel, dans les quartiers nord, ça fait 12 ans qu'on y travaille. Et là encore, dernièrement, on a eu un séminaire entre les gens qui accueillent à Hôtel du Nord pour savoir les moments où on a été amené à refuser des gens, à accepter, où ça a été compliqué. Parce que c'est pas que des questions de droit, c'est des questions aussi de relations humaines. Quand on accueille chez soi, dans sa maison, par exemple, quand on est une femme et qu'on accueille, qu'on est seul et qu'on accueille des hommes seuls, ça pose des questions pas simples. Quand on accueille des croisiéristes alors qu'on est militant contre les croisières, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a eu beaucoup de questions qui là vont au-delà de la loi. C'est vraiment des questions de relations humaines. Donc voilà, le mot hospitalité a toute cette idée. Puis après, c'est l'hospitalité dans les savoirs, c'est l'hospitalité dans l'environnement. Voilà, nous, c'est aussi comment on produit des récits qui offrent la parole à toutes les personnes. C'est pour ça qu'on produit des ouvrages qui s'appellent les récits d'hospitalité d'Hôtel du Nord. Ou dans la misère récit du Nord de Marseille, on offre l'hospitalité à des habitants, à des artistes, à des scientifiques, etc., etc. C'est hyper inspirant. Déjà, t'annonces la couleur, l'humain, les humains hein, au cœur de l'accueil. C'est vrai que des fois, quand on regarde un petit peu certains critères, et on va t'écouter là-dessus parce que vous avez des programmes de recherche hyper intéressants qui requestionnent sur l'usage de certains mots et aussi qui révèlent certaines injonctions, notamment sur les classements qualité et tout l'aspect confort qui est un petit peu imposé par certaines démarches qui se veulent de qualité, alors qu'après, quand on creuse un petit peu, notamment sur qu'est-ce qui nous aura marqué lors de nos vacances, de notre séjour, c'est pas forcément ce qui est inscrit dans les critères. Tout à l'heure, donc vraiment ce côté humain. Donc déjà, c'est aussi de reconsidérer, et ça, dans tes travaux de recherche, tu l'abordes pleinement, non pas le terme de tourisme, mais là, tu as parlé de voyageurs. Donc, est-ce que tu pourrais justement, en faisant référence à tes travaux de recherche, t'as questionné quand même pas mal de termes qu'on utilise beaucoup dans notre secteur du tourisme, notamment institutionnel, notamment le terme de touriste
et le terme de dispositif touristique. Alors moi, je dis ça avec mes mots, c'est écosystème touristique. Donc justement, c'est quoi pour toi un touriste, ou en tout cas les limites de cette définition? Je pense que tu dois aussi faire référence un petit peu à l'OMT. Et qu'est-ce que tu entends par dispositif touristique au regard de tes travaux? Alors, touriste, moi, je me suis intéressé à ce terme. En fait, donc ma thèse a porté sur le dispositif touristique. Donc, ça veut dire que dans les travaux, quand on lit les travaux en sciences sociales, on s'intéresse beaucoup aux touristes en tant que flux, en tant que personnes qui viennent, en termes de désir, d'imaginaire. Et même dans les réseaux, on parle beaucoup des touristes, avec chacun des approches différentes. Est-ce que c'est que ceux en vacances, ceux qui viennent travailler, etc. Donc, chaque chercheur va définir un peu qu'est-ce qu'il entend par touriste. Et peut-être que si tous les trois, on faisait un tour de table, on n'aurait pas exactement la même définition de qui on met dans cette catégorie-là. Pourtant, cette catégorie, elle existe. Elle est très précise au niveau fiscal, au niveau statistique, au niveau des retombées économiques, au niveau des algorithmes, au niveau des ciblages des offices du tourisme. Donc, en fait, c'est là, ce que j'appelle le dispositif, c'est la façon dont, quand on exerce ce métier, très concrètement, le touriste est défini. Et le touriste, l'OMT l'a défini en 2008 l'ONU d'ailleurs, hein, parce que l'OMT fait partie de l'ONU, l'a défini dans un document qui fait 80 pages et qui définit très précisément ce qu'est un touriste. Parce que la définition qu'on a, d'ailleurs, elle est dure à comprendre. À un voyageur qui passe plus d'une nuit, moins d'un an, en dehors de son environnement individuel pour ne pas travailler sur place. Quand on lit ça, on se demande pourquoi tous ces termes mis ensemble. Et quand on les lit, par exemple, en dehors de son environnement habituel, ça permet d'extraire de cette catégorie les étudiants qui restent longtemps parce qu'ils sont dans un environnement, mais aussi les gens du voyage parce qu'on estime qu'ils sont chez eux partout. Donc on voit en fait que cette catégorie est créée pour séparer deux types de voyageurs. Et pourquoi elle est créée pour séparer deux types de voyageurs? Parce qu'elle est adoptée au niveau international en 1930, après la crise de 29, et qu'on a beaucoup de gens, une crise économique très forte. On a des apatrides en Europe, Russes, Arméniens qui se déplacent, des gens qui se déplacent pour travailler. Et donc ceux-là, on veut les contrôler, on veut pouvoir les freiner. De l'autre côté, on a besoin de réinjecter de l'argent. Donc il faut laisser circuler ceux qui ont de l'argent. C'est ce que défend le Touring Club, etc. C'est laisser circuler des touristes qui, eux, vont dépenser. Donc on crée une catégorie qui est la catégorie touriste au niveau statistique déjà pour mesurer ses retombées, d'où aussi les retombées économiques qu'on mesure aujourd'hui. Mais derrière, on crée le visa tourisme qui reprend exactement cette définition. Aujourd'hui, moi, Français, je peux visiter 160 pays dans le monde sans visa. Je suis un Afghan, je ne peux en visiter que 5. Et si on croise la courbe des revenus moyens des pays et du nombre de pays qu'on peut visiter sans visa, elles se suivent. Donc plus votre pays a de pouvoir d'achat, plus vous êtes libre en gros d'aller dépenser ailleurs. Donc c'est vraiment la vision du tourisme comme une consommation déplacée. Et ça structure derrière le code du tourisme. Donc c'est-à-dire celui qui est protégé comme touriste. Ça veut dire que celui qui ne voyage pas comme ça n'est pas protégé comme touriste. Hein. Et ce qui est intéressant, la France a adopté le premier code du tourisme et il relève du code de la consommation. Donc on voit bien que c'est le voyageur consommateur. C'est cette idée de celui qui va venir dépenser de l'argent. Mais après, on le retrouve dans les ciblages des offices du tourisme. On va cibler quelqu'un par rapport à son panier moyen. J'ai jamais vu de campagne en France pour faire venir les Lituaniens. Ils gagnent 4 fois moins que nous. Par contre, les Américains, les Japonais, des gens qui ont des paniers plus élevés. Donc on crée vraiment une catégorie qu'on définit. Aujourd'hui, d'un côté, dans les villes, on a les offices du tourisme qui ciblent ces personnes-là, qui créent des dispositifs pour les accueillir, pour les faire venir. Et de l'autre côté, on a toutes les autres personnes de passage. Et quand on relit la définition, ça va être tous ceux qui viennent travailler sur place. Et ils sont nombreux. Hein. C'est les saisonniers, c'est les gens qui viennent faire des contrats de travail, c'est les artistes qui viennent jouer ou qui viennent en résidence, c'est les étudiants qui viennent apprendre, c'est les apprentis. Il y en a 1 million en France. Et ceux-là, après, c'est tous ceux qui viennent chercher de la mise à l'abri, les réfugiés, les migrants, les femmes battues, toutes les personnes qu'il faut héberger dans des refuges. Et puis après, ça va être aussi tout le non-marchand, en fait, qui n'est pas pris en compte. Parce que là, on est dans un secteur aussi où les gens ne dépensent pas, ils circulent dans du non-marchand, donc ils sont en dehors des radars. Avec le Covid, ils ont commencé à être dans les radars, donc on crée vraiment une catégorie à qui on adresse une politique avec les offices du tourisme, et tous les autres qui sont accueillis, hein, puisqu'on a des CROUS, des maisons des aidants, des foyers de jeunes travailleurs, des maisons hospitalières pour accueillir les aidants. Là, ça relève des politiques plutôt sociales ou des politiques d'urbanisme. Donc on voit bien qu'on a une séparation et on a toujours cette politique aujourd'hui, la France qui annonce 100 millions de touristes, et de l'autre côté, qui freine les autres, qui les contrôle, et c'est pas les mêmes dispositifs. Et nous, Hôtel du Nord, on accueille en fait, dans notre réalité, on accueille des touristes, hein, des gens qui viennent faire le GR 2013, voyager à Marseille, mais on accueille les aidants qui viennent à l'hôpital, on accueille les réfugiés de la rue d'Aubagne, on accueille des gens qui viennent travailler dans la zone franche, on accueille des artistes en résidence, on accueille des gens qui viennent travailler sur les chantiers. Et en fait, les deux, c'est pas les mêmes dispositifs, c'est pas les mêmes contrats. Une femme enceinte, elle sait quand elle arrive, elle ne sait pas quand elle part. Un salarié qui va travailler, il va avoir un forfait.
Tout ça n'est pas pris en compte, par exemple, par les plateformes de réservation. On met une date de départ, une date de fin, on ne peut pas rentrer en contact puisqu'il faut d'abord payer. Une femme enceinte, elle ne sait pas quand elle va partir. Il faut pouvoir négocier les conditions de son accueil, etc. Donc on voit bien que ça a créé un système d'accueil qui est pour ceux qui dépensent et qui ont de l'argent, et d'ailleurs tout un autre dispositif. Et nous, quand on utilisait ce mot touriste, c'est pas anodin. C'est accepter cette séparation dans le monde entre deux types de personnes, certains qui ont le droit de voyager et d'autres qui n'ont pas le droit. Et quand on dit qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui voyagent dans le monde, en fait, c'est 250 millions de personnes qui voyagent en réalité librement dans le monde leur est réservé. C'est pour ça que c'est vraiment une mise à disposition du monde pour des gens qui ont de l'argent. Et tous les autres, par contre, donc pour une minorité de la population mondiale, on a créé un dispositif pour qu'eux puissent circuler. Et aujourd'hui, ça crée en plus des tensions parce qu'ils peuvent circuler dans leur résidence secondaire, donc ils habitent de plus en plus le monde. Et les autres aussi de plus en plus besoin de bouger avec le changement climatique. Donc on voit qu'il y a des tensions. Il y a toujours ce contrôle d'une population qui veut bouger, d'une autre qu'on contrôle. Et donc, ce terme, il n'est pas du tout anodin. Et quand on accepte de l'utiliser, c'est qu'on accepte cette organisation-là du monde. Donc, pour moi, ça pose une question de fond. Donc, nous, on parle de passagers, on parle d'hospitalité et on accueille à Marseille toutes les personnes qui ont besoin d'être accueillies. Et derrière, ça veut dire des tarifs différents, des hospitalités différentes, des contrats différents. Un jeune, il va avoir besoin d'un contrat de logement et pas d'hébergement pour avoir la CAF. C'est deux termes différents, logement et hébergement, mais ça donne pas les mêmes droits derrière. Il y en a un qui est protégé, l'autre non. Voilà, c'est pour ça que cette catégorie, pour nous, elle est importante à déconstruire, comprendre d'où elle vient. Et pour finir là-dessus, par exemple, fiscalement, ne doivent payer la taxe de séjour que les touristes. Quelqu'un qui vient travailler sur place, faire un contrat, n'a pas à payer la taxe de séjour, etc. En réalité, par exemple, Airbnb annonce clairement sur son site qu'il la collectera auprès de tout le monde. Et après, c'est à chacun d'aller la récupérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les offices du tourisme sont financés par des personnes qui ne sont pas des touristes, on ne sait pas à quelle hauteur. Mais par contre, l'office du tourisme, dans sa mission, ne prendra soin que des touristes. C'est pour eux qu'il va construire une politique d'accueil. Et d'ailleurs, quand on va chercher une carte touristique à la ville de Marseille, à l'office du tourisme, on a une carte touristique. Et dans la carte touristique ne contient pas les quartiers nord. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quelle carte on donne aux gens qu'on accueille dans nos quartiers, qui viennent pas forcément pour voir les sites touristiques. Voilà, il y a aussi toute une construction derrière. Donc c'est pas du tout anodin, ça structure même les imaginaires, ça structure les politiques publiques, ça structure les conditions d'accueil, de voyage, etc. Et on voit bien aujourd'hui que c'est plus tenable. Les étudiants n'arrivent plus à se loger, les aidants n'arrivent plus à se loger. On voit même avec Paris, là, actuellement, avec les Jeux Olympiques, on arrive dans une situation inhospitalière. Ça veut dire que pour accueillir cette partie-là des gens qui vont venir d'y penser, on est en train d'être de moins en moins hospitalier avec les autres. Donc on a une montée en gamme pour les touristes et on a une descente en gamme des autres accueils. Alors, moi, j'ai une question toute simple par rapport à ça, c'est que si on ne change pas alors le mot touriste ou le mot tourisme, est-ce que le tourisme, lui, peut se transformer? Parce que c'est quelque chose qui est quand même très bien ancré je vais le dire, allez, même si ça va fâcher, dans l'industrie du tourisme, ok? C'est quelque chose qui est tellement ancré aujourd'hui que on cherche à se transformer, à évoluer par rapport aux enjeux actuels, mais tant qu'on aura ce mot de tourisme, est-ce que ça sera possible de s'en sortir ou pas? On arrive toujours à des trucs assez rigolos. Aujourd'hui, on parle tourisme dans sa ville. Ça veut dire qu'on veut tellement garder ce mot qu'on n'arrive pas à nommer les gens habitants. On parle de tourisme professionnel. Pourquoi ne pas les nommer vacanciers, simplement, personnes qui viennent travailler, travailleurs détachés, saisonniers, et ces gens ont déjà des noms. Ne pas les nommer, c'est aussi essayer de faire une espèce de confusion, comme je disais, sur des chiffres. Il y a quand même une façon d'utiliser les chiffres du tourisme qui masque certaines réalités. Donc, un office du tourisme pourrait très bien avoir une page. Nous, c'est ce qu'on demande à la ville de Marseille. Bienvenue à l'hôpital, les aidants, les gens qui viennent étudier dans les hôpitaux, les apprentis. Bienvenue aux travailleurs, les gens qui viennent travailleurs détachés en CDD. Bienvenue aux artistes. Bienvenue aux mises à l'abri. On peut nommer les gens. On peut aujourd'hui très bien le faire. Pourquoi un office du tourisme cherche toujours à garder ce mot touriste en arrivant même à touristes locaux, le touriste chez soi. Moi, je m'étais amusé à recenser le nombre de mots où on mettait tourisme et quelque chose. J'étais arrivé à 70. Donc, ça veut dire qu'on est toujours obligé de le qualifier, ce terme, tellement il est flou et vague et qui dit tellement tout et que chacun entende une chose différente. Mais cette confusion, elle sert aussi à pouvoir dire qu'on fait du tourisme et donc, du coup, à un espèce de en même temps où on dit je fais une politique touristique et on ne sait pas en fait où elle va puisque ça ne dit rien en même temps. Est-ce que c'est plutôt du haut de gamme? Est-ce que c'est du bas de gamme? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est qu'un type de personne? Est-ce que, voilà, quand on dit je suis un office du tourisme,
est-ce que ça vous dit, vous serez en capacité de dire une politique que mène une ville quand elle dit ça? Non. On ne voit pas, on ne comprend pas ce qu'elle fait. Donc elle va dire « et des loisirs ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien nommer, hein, on a les termes pour le faire. Nous, on les nomme en tout cas à Hôtel du Nord. Et il n'y en a pas de difficulté à trouver les mots pour nommer les personnes. Bah, je rebondis là-dessus. C'est drôle hein, ce que tu dis au niveau aussi des dérives sémantiques hein, de certains mots, notamment le tourisme. Au niveau institutionnel, on voit de plus en plus la création d'agences d'attractivité. Ce que tu me dis, en fait, ça devrait être l'attractivité proposée par ces nouvelles agences qui sont pleinement soutenues par les politiques publiques avec des budgets conséquents, généralement du marketing territorial, des marques, hein, beaucoup de budget. Et en plus, accessoirement, je sais que par chez toi, ex-Marseille, il y a vraiment un institut qui travaille sur le sujet. Et voilà, on voit l'écosystème des agences d'attractivité se faire des petits. Pourquoi ça s'appellerait pas plutôt des agences d'hospitalité? Parce qu'en fait, voilà, c'est quoi ton avis aussi sur ce terme d'attractivité par rapport à ton travail? Parce que là, ce qui est très intéressant, ce que tu dis, et c'est un discours que je tiens. Moi, je ne travaille pas directement sur cette dimension sociale dans mon quotidien. Je dis souvent que l'environnement est négligé, mais que le social est mis sous le tapis. Et généralement, je tag les oiseaux de passage à ce moment-là sur mes publications. Et qu'aujourd'hui, on est dans un secteur qu'on est en train de gentrifier, alors qu'initialement, on est plutôt sur un secteur qui s'est créé pour l'accès au plus grand nombre, le droit à la culture, etc. Donc, je sais aussi que tu es très calé sur ce côté un déclaratif, normatif, en fait, hein, de l'État français sur rendre accessibles les territoires, les vacances. Donc, attractivité et droit aux vacances. Attractivité, c'est toujours pareil. De qui? Qui c'est qu'on veut attirer? Et je pense aussi pourquoi on le fait. Attirer des touristes, c'est voilà, Marseille, par exemple, j'ai habité dans 2 villes, hein, Venise pendant 14 ans, et elle s'est relancée grâce au tourisme. Et aujourd'hui, je suis revenu à Marseille, qui se relance aussi économiquement en grande partie grâce au tourisme. Donc il y a bien cette fonction quand même de consommation déplacée dans des villes qui ont des crises industrielles. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de villes qui pointent sur le tourisme parce qu'elles n'ont pas d'autres alternatives que de soutenir même des fois des projets d'extension d'aéroports, etc. Parce qu'on a fait une étude sur l'aérien, parce que pour eux, c'est une manne de retombées économiques, de création d'emplois, etc. Importante. Donc c'est bien de l'attractivité. La question, c'est ces personnes qui vont venir, qu'est-ce qu'elles vont générer comme type de développement, de cadre de vie, de relations au niveau local quand elles vont arriver. Et c'est là qu'il y a une différence assez, en tout cas que nous, on a pu constater sur Marseille. Quand on est dans la focale touriste, on va être dans une montée en gamme qui est quand même poussée depuis longtemps, même par les institutions publiques. Hein. Ce discours de la France n'accueille pas assez bien, il est répété depuis 100 ans. Moi, j'ai retrouvé des textes des années même 1900 où on dit déjà la France n'accueille pas assez bien, et on peut retrouver des citations de Rial, etc. d'il y a peu longtemps où il disait encore la France n'accueille pas assez bien, et puis là on n'accueille pas encore assez bien pour les JO. Donc il y a cette idée de monter en gamme, et on est dans un pays où on est passé de 10% maintenant à peu près un tiers de l'offre qui est dans du haut de gamme. Donc on est dans de l'attractivité de gens qui vont aller dans plutôt du haut de gamme, des restaurants gastronomiques, des hôtels étoilés. En même temps qu'on monte en gamme, quand on monte en gamme, on a besoin de moyens pour investir et de moyens pour attirer. Donc on rentre aussi dans des groupes. Donc en même temps qu'on monte en gamme, on se concentre dans des groupes. Donc pour qui on le fait? Ça donne aussi, ça dit aussi qui pense ces stratégies-là aujourd'hui, hein, qui est autour de la table pour les penser. Mais quand on monte en gamme, et c'est un des problématiques des villes, par exemple à Marseille, on avait 1001 étoiles et 1000 chambres 4 étoiles il y a 10 ans. Aujourd'hui, les chambres 1 étoile ont disparu, on a 3000 chambres 4 étoiles et on a encore des projets d'ouverture. Ben, ça veut dire des chambres difficiles avec des coûts qui ont augmenté, donc les gens ne peuvent plus se payer. Donc derrière, il faut développer l'aéroport pour remplir ces hôtels, il faut faire venir le pape, le stade, le rugby, il faut créer des événements qui vont attirer à l'international. Et on est dans des chambres qui ont des surfaces minimum dans les classements. Est-ce que tu me posais la question sur le confort? Des surfaces minimum de 20 mètres carrés, une quarantaine de services obligatoires, des équipements obligatoires. Donc le classement français pousse au suréquipement, à la privatisation, à aussi des consommations d'eau qui sont le double de celles des résidents, etc. Donc des choses qui sont climatiquement pas tenables. Donc et en même temps, comme ces prix augmentent, eh ben, ils font que les gens qui allaient se loger avant dans ces hôtels-là, qui venaient travailler, parce qu'ils viennent toujours, hein, du coup, ils basculent dans d'autres modèles qui sont plutôt du Airbnb. On sait qu'aujourd'hui, les gens vont dans du Airbnb parce qu'ils peuvent plus se payer l'hôtel et le restaurant. Les deux ont tellement augmenté, ils ont augmenté 2 fois plus vite dans les dernières années que le reste du coût de la vie. Donc aujourd'hui, quand on voyage, peut-être il y a 20 ans, on allait à l'hôtel, au restaurant. Aujourd'hui, c'est plus pour beaucoup de gens l'endroit où on pense, ça va être Airbnb et d'autres formes de restauration slow food, je veux dire non, moins cher. Mais ça veut dire que tout ce modèle-là, il construit aussi des impacts au niveau du territoire. Si jamais on sort de cette focale que touriste et qu'on regarde tous les autres qui viennent, en nombre, ils sont moins.
Les touristes, en gros, en France, ils viennent, ils restent 1,8 jours dans une ville. Donc, on est aussi dans un travail de checking, check-out permanent. En termes de conditions de travail, c'est compliqué. C'est ce qui explique aussi un secteur de la grande démission. Dès qu'on regarde les autres, on est sur des durées qui n'ont rien à voir. Quand c'est un stagiaire, en France, les statistiques, c'est 100 jours minimum. Un travailleur s'est détaché, c'est 120 jours. Un étudiant, c'est 9 mois. Un apprenti, c'est 9 mois. Voilà, on est sur des durées beaucoup plus longues, donc des gens qui vont rester sur le territoire, qui vont rentrer en relation et qui vont consommer plutôt dans une économie domestique de proximité. Donc, ils vont pas être dans de la ils vont pas faire monter en gamme la ville, parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions avec la montée du foncier, mais il y a aussi des tensions avec la transformation des espaces publics en terrasses pour les restaurants touristiques, etc. Il y a ça aussi qui se joue derrière. Donc, c'est l'attractivité. Pourquoi faire, la question? Est-ce que c'est une attractivité? Est-ce que c'est le tourisme qui est au service du territoire, qui vient renforcer les économies, permettre à des artisans d'accueillir des apprentis, à l'hôpital d'accueillir les familles des patients, d'accueillir des gens en stage, au lieu culturel d'accueillir des compagnies en résidence et pour des spectacles? Ou est-ce que c'est le territoire qui se met au service du tourisme pour quelques acteurs du haut de gamme qui vont être des grandes chaînes hôtelières 4 étoiles, etc., etc. Donc, c'est plutôt ça la question. Oui, de l'attractivité, il en faut. Et même en milieu rural, on a des vrais problèmes de désertification rurale. Il y a besoin aussi dans des villes de reconversion industrielle. Mais du coup, c'est pour qui on le fait et surtout avec quel impact écologique. Quand on est sur du haut de gamme, un hôtel 4 étoiles, c'est 60% de clientèle internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 60% de gens qui viennent de loin. Et l'ADEME a bien dit que les 3/4 de l'impact sur le climat du tourisme, c'est le transport. Quand on est sur les autres voyageurs, on est sur de la proximité et de la longue durée et de la consommation locale. Donc, il y a aussi, c'est pas qu'une question sociale, parce que tu as dit que j'avais une approche sociale, c'est une approche aussi écologique et c'est une approche de qualité de travail. Quelqu'un avec qui on passe du temps, qu'on accueille, on a le temps de construire une relation. Et nous, on a de plus en plus de membres, et moi, je n'ai pas pu le documenter en termes de recherche, mais je pense qu'après le Covid, ça a augmenté le nombre de gens qui ont mis des durées minimum dans les accueils. Parce que faire que du un jour, moi en tout cas quand j'ai fait les interviews, faire du checking, check-out en permanence, c'est fatigant, c'est pas une relation saine, c'est une relation de notes, de compétition, etc. Et il y en a qui mixent maintenant des accueils de touristes, des accueils moyenne durée, parce qu'il y a aussi une qualité de travail, de relation avec les personnes qu'on accueille. Donc ça joue sur tous ces éléments-là en fait, cette stratégie. Donc oui, l'attractivité, il y en a besoin, mais de qui on fait venir et à quoi ça sert pour à la fois les territoires et comment on accueille dignement toutes les personnes sur un territoire. Non, parce que là, c'est une question de fond. Et là, ce que tu soulignes est assez intéressant. Tu parles de qualité. Donc moi, tu me dis qualité, ça me fait penser à critères qualité. Et justement, là, vous avez travaillé avec des étudiants. Il y avait les 50 ans d'Equitour, dont vous êtes très proche aussi, qui travaillent sur le tourisme social et solidaire. Euh, Petite anecdote, mais que je dis souvent, et petit clin d'œil aux amis d'ADN Tourisme et de la Mona. On a travaillé sur les nouveaux critères du classement de meublé de tourisme et on est resté donc avec des nouveaux critères liés au développement durable, notamment des ampoules LED ou en tout cas basse consommation, des réducteurs d'eau, etc. Donc des choses quand on gratte. Et là, chez Betterfly, on le sait, c'est peanuts côté impact. C'est indispensable aujourd'hui de le faire. Mais en termes d'impact, c'est pas ça qui va t'embarquer dans une transition. Tu l'as dit tout à l'heure, on sait que plus de 75%, et encore, ces chiffres ne tiennent pas compte de tout, des émissions de gaz à effet de serre du tourisme, c'est le transport, dont à peu près 40% rien que pour l'aérien. S'il y a un effort collectif à faire, on est bien sur les transports et pas sur des LED ou des poubelles de tri. Et on est resté en fait parlementer un petit moment parce qu'il y avait certes des nouveaux critères développement durable, mais aussi des nouveaux critères considérés comme du confort. Question, notamment le presse-agrumes, et on est resté, est-ce que le presse-agrumes doit être électrique ou manuel? Alors ça peut être rigolo comme anecdote, mais on est vraiment resté longtemps à discuter là-dessus. Alors moi j'étais là, bon bah quand je suis dans un gîte, est-ce que je presse mes agrumes? Est-ce que je vais peut-être acheter plutôt du jus de pomme bio local? Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pendant les vacances? Mais la question s'est quand même posée. Et je trouve ça très intéressant, le regard extérieur que vous apportez par rapport aux critères imposés. Et c'est ce que tu expliques au niveau de ton travail sur les dispositifs touristiques. Parce qu'aujourd'hui, on impose au niveau étatique, même international, des normes soi-disant de confort et de qualité, alors que si on regarde les sites de e-réputation, si on fait le tour de table de qu'est-ce qui nous a marqué durant un séjour, c'est pas ce qui est traduit aujourd'hui dans les critères, et aussi la question de comment sont créés ces critères qualité, de confort, sachant qu'ils peuvent être assez paradoxaux par rapport à un discours global sur le tourisme et notamment sur le tourisme durable.
Là, c'est l'autre acte. Tu me disais lesquels. Donc, on a travaillé sur la catégorie touriste et en fait, j'ai dit, elle invisibilise, je reviens sur ces fantômes, beaucoup de personnes de passage. Et des personnes de passage qui sont aussi, pour finir dessus, conséquentes puisque la reprise économique du tourisme qui a eu lieu en 2022 s'est fait avec la proximité et pas l'international. Donc, on voit à retombées économiques même des fois plus importantes. Par contre, les bénéficiaires n'ont pas été forcément les mêmes. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un choix pour qui on le fait quand on est maire d'une ville ou on dirige, pour qui on soutient économiquement. Pour revenir sur le confort, là pareil, il faut remonter sur l'histoire. Moi, je reviens sur la Chambre Blanche exposée en 1900 par le Touring Club à l'Expo universelle. C'est les bourgeois qui veulent voyager, qui créent le Touring Club et qui se retrouvent dans des chambres où c'est plutôt des dortoirs. On partage des grandes tables, on mange tous ensemble, un menu unique. On est assis à côté de gens qu'on ne connaît pas. On partage des fois la chambre avec eux. Beaucoup de gens n'ont pas l'eau courante, donc on va chercher l'eau au fond du jardin, etc. Et eux disent non, nous maintenant, on veut une chambre blanche. Qu'est-ce que c'est? De la surface, de l'hygiène, du service et de l'équipement. Et de l'eau courante. Ce qui explique aujourd'hui qu'on est dans cet imaginaire-là. Et c'est toute cette difficulté. Donc, c'est vraiment les 4 critères. C'est privatif. Plus c'est privé, mieux c'est classé. Chaque 10%, on a des points en plus. Plus c'est équipé, moins c'est classé. 42 équipements minimum pour un 4 étoiles. On est à 18 pour un 1 étoile. Plus c'est serviable, mieux c'est classé. 24 heures sur 24, plusieurs langues, tous les services. Et plus c'est hygiénique. Hygiénique, c'est aussi c'est cette idée aussi de mettre à distance le vivant. Quand on regarde, on fait défiler des chambres, on ne voit pas de vivant dessus. D'ailleurs, c'est une des stratégies des gens qui accueillent chez eux. Des fois, c'est de mettre des animaux, de mettre des choses pour expliquer qu'on arrive dans un lieu où il y a de la vie. Parce que sinon, les gens arrivent et sont étonnés de voir de la vie dans le lieu qu'ils accueillent. Donc, on est vraiment dans une mise à distance du monde pour voyager. Et ça structure derrière les systèmes de classement aujourd'hui, mais pas que Atout France. Et quand Atout France annonce un classement durable, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent de l'équipement. Et je vous dis aussi, s'équiper, c'est aussi rentrer dans une logique d'investissement et donc de groupe. Il y a ça aussi derrière. Pousser les hôtels à s'équiper, c'est les amener à, du coup, à être dépendants, à devoir investir en permanence. Et quand l'ADEME mène un projet pour soutenir la transition écologique des hôtels et des restaurants, qu'est-ce qu'elle finance? De l'équipement. Alors que derrière, quand on regarde, qu'est-ce que ça met de côté? Si on fait le même exercice qu'avec les touristes, ça met de côté le commun. Tous les espaces communs, en fait, où on se croise, où on va être en commun. Je dis pas collectif, parce qu'il y a des espaces collectifs dans les hôtels, mais c'est pas pensé comme des espaces communs. Une cuisine commune, par exemple, qu'on a dans une auberge de jeunesse. Ça met de côté tout le contributif, le fait qu'on va débarrasser la table, qu'on va aider, au lieu de se faire servir, on va mettre la main à la pâte et on va aussi faire des choses. Le vivant, tout le rapport au vivant, au lieu, aux personnes qui habitent là, c'est ce qu'on retrouve seulement dans les chambres d'hôtes. C'est le seul statut où il s'est prévu qu'il y ait du vivant dedans, parce qu'il y a quelqu'un qui vous sert un petit déjeuner, mais c'est une mise à distance. Et puis après, c'est tout l'hygiénique, c'est-à-dire se faire nettoyer sa chambre tous les jours. C'est le seul endroit où on vous nettoie la chambre tous les jours, c'est un hôtel. Est-ce que vous avez besoin que tous les jours, quelqu'un vienne, sans que vous le voyiez, dans des conditions de travail déplorables, venir vous nettoyer? Ça veut dire que votre dignité se construit sur l'indignité qu'on fait aux personnes. C'est aussi... Et donc tout ça, ça structure. Mais si d'un seul coup, on se dit, tiens, dans les classements, les espaces communs, on les met en avant, le contributif, on le met en avant, ce que nous, on appelle le réconfort aux oiseaux de passage, le vivant, la relation aux personnes, la relation aux lieux, etc., on voit qu'on est sur des lieux plus petits, plus sobres. Et il y a une étude qui est sortie, un lit en auberge de jeunesse, il a un impact 4 fois moins sur le climat qu'un lit d'hôtel. Pourquoi? Parce que dans vous partagez les dortoirs, vous partagez la cuisine, vous n'avez qu'un frigo, pas chacun. Pourquoi on a besoin d'avoir chacun un mini-frigo? Dans une auberge de jeunesse, vous partagez, si vous en avez besoin, tout est partagé. Mais ça, direct, derrière, ça a un impact moins sur le climat et ça a un impact sur la relation. Parce qu'on est dans des espaces où on se croise, où on discute, où on organise des choses ensemble. Et le dispositif touristique, ce que je défends dans ma thèse, moi, c'est que c'est une relation sans relation. Ça veut dire qu'on est en une relation, mais on le voit aujourd'hui avec les claviers à code, où on rentre dans un endroit où on n'a pas de relation, en fait. Le bus touristique, on n'a pas de relation. Le menu touristique, on n'a pas de relation. On mange des spécialités, on peut manger des pizzas n'importe où en Italie, même à Venise, qui n'est pas une ville de pizza. Le petit déjeuner continental, on en parlait. Donc, il y a vraiment cette idée, en fait, d'un espèce de voyage où on nous vend la relation à l'autre, mais c'est une expérience à nouveau. Et là encore, on n'est pas dans une relation. On est dans une visite guidée, avec un discours, etc. Et après, là-dedans, il y a beaucoup de professionnels qui essayent de remettre de l'humain, de la relation. Et c'est tout l'exercice qui est difficile. Mais je reviens sur le dispositif touristique que tu me demandais, c'est qu'aujourd'hui, le cadre, il n'est pas construit pour ça. Et après, dedans, on essaye de retrouver des marges de manœuvre. Donc, pour nous, on pense qu'il n'y a pas à aménager ce cadre. Il a été pensé pour le confort. J'ai expliqué pourquoi a été créée la catégorie touriste. Le confort a été créé au moment où on développe la société industrielle. Il faut que les gens rachètent des choses qu'ils ont déjà. Ils ont déjà des machines à laver, ils sont équipés de tout. Qu'est-ce qu'on fait? On invente le confort qu'on appelle moderne, et on le voit aujourd'hui, on se rachète un téléphone parce qu'il est plus confortable, on se rachète une auto parce qu'elle est plus confortable. Et le tourisme devient moteur là-dedans. Ça veut dire que lui aussi promeut le confort, le plus confortable, etc., tout ce classement sur le confort.
Mais où ça irrigue, c'est que vous regardez les 100 items, je l'ai fait de Booking, vous retrouvez les mêmes éléments que vous retrouvez dans le classement d'Atout France. Donc du sèche-cheveux, du sauna, ce que tu dis, des équipements. Alors après, il y a un peu d'environnement aujourd'hui. Il n'y a rien sur le réconfort. Et Atout France vient de sortir un classement des auberges de jeunesse, qui pour moi, voilà, c'est une erreur à nouveau. Il n'y a rien sur la relation. Il y a un point sur 70 pour le projet pédagogique de lieux qui sont nés après la Première Guerre mondiale pour que les gens se rencontrent et que les jeunes arrêtent de se faire la guerre. Donc vraiment sur une question de mise en relation. Aujourd'hui, on va les classer sur les lits, les espaces à nouveau, le commun, le privatif, l'hygiène, etc. Donc même quand des gens comme toi, mais je l'ai fait nous, Hôtel du Nord, on réfléchit, on reste dans ce cadre, dans ces espèces d'endroits où on essaye d'adapter le privatif, de lui donner un peu plus d'équipement, un peu plus durable. Et à un moment, il faut s'émanciper de ça et retrouver de la marge de manœuvre. Et quand on s'émancipe, on s'aperçoit en fait qu'il y a énormément de gens qui le font autrement, qui accueillent autrement, qui se sont émancipés de ces règles-là. Dans le secteur du tourisme, et surtout quand on sort du secteur du tourisme, tous ceux qui accueillent les autres, en fait, sont déjà dans des lieux communs, dans des espaces, si on va sur l'accueil des travailleurs, des aidants. Saint-Jacques-de-Compostelle, on mange dans les mêmes tables, on dort dans des chambres collectives. Il y a encore des parcours d'hospitalité qui ont survécu au tourisme aujourd'hui. Et bizarrement, quand on les observe, c'est des lieux d'hospitalité, c'est des lieux de réconfort. C'est pas des lieux de confort et c'est pas des lieux de ségrégation touristique. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que dernièrement, j'avais une conversation avec mon épouse. Moi, j'étais à une conférence, on nous a fait rester dans un hôtel. Donc, la journée, on se parle, etc. Pendant la conférence, mais entre guillemets, c'est purement business. Mais après, on dîne ensemble et ensuite, chacun rentre chez soi, entre guillemets. Et mon épouse, elle, par contre, elle était dans le même temps à passer un week-end avec sa sœur et de la famille américaine, etc. dans une maison Airbnb. Et elle me disait, c'est incroyable, le changement, l'expérience est complètement différente. C'est-à-dire que le soir, elle se couchait à 1h, 2h du matin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cet échange humain, etc., qu'il y avait ce partage. On prenait le temps de passer du temps avec l'autre. Alors que quand on est à l'hôtel, l'objectif, c'est de retourner dans sa chambre, de s'isoler. Et je trouve que c'est intéressant parce que tout à l'heure, Caroline disait que dans nos souvenirs de vacances, quels qu'ils soient, chacun d'entre nous, c'est surtout pas l'hôtel qu'on se souvient et qui nous a touché le cœur, mais c'est justement ces moments d'échange, de rencontre avec des gens locaux, de vivre ces expériences qui nous touchent en plein cœur. Et moi, en tant qu'ancien hôtelier, je me souviens quand même que l'aspect émotionnel, expérientiel, était quelque chose qu'on essayait de recréer, mais c'était sur le côté romantique, etc. Mais qu'on avait des fois du mal, et que les moments de vie, moi, que j'ai le mieux vécu en tant qu'hôtelier, c'était justement dans des endroits, déjà, il n'y avait pas de télé dans les chambres. Ok. Il y avait un bar commun, etc., où les gens se retrouvaient pour échanger ensemble. J'aime bien aussi cette table où on partage tout, où on s'assoit, etc. On rencontre des gens. J'ai été en Nouvelle-Zélande, moi, il y a longtemps. Bien, il y avait ces grandes tables, et puis là, tu découvres des gens, etc. On est d'accord, pas d'accord sur les discussions, mais c'est vivant. Alors qu'un hôtel, c'est difficile à le rendre vivant, vu que chacun rentre chez soi. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on fait chez soi là, on se déclasse, on se met en marge du dispositif touristique. C'est ça la difficulté, par exemple, pour nous, Hôtel du Nord, c'est ce qu'on s'est rendu compte. C'est que quand on rentre dans ces logiques-là et on monte en gamme, et donc on monte dans les classements aussi, et on monte dans les algorithmes, donc on nous trouve plus facilement. Que ça soit public ou privé, les offices du tourisme ont aussi calqué cette façon de classer, de présenter les hébergements. On rentre sur un lit, on rentre sur des services, on rentre pas sur des personnes. Mais c'est vrai que on revient à cette définition du tourisme, cette espèce de flou artistique quand on utilise le flou tourisme. La majorité des gens qui voyagent dans les études, le principal motif, c'est de retrouver les siens, de se retrouver, ce que tu disais. Déjà, c'est la relation avec sa propre famille, ses amis. Et après, c'est la relation à l'extérieur qui construit ça. Et c'est pas ça que construit le dispositif touristique. Donc lui, il s'adresse à une minorité en fait de personnes qui voyagent à la fin. C'est d'où ce discours sur 1,5 milliard. En fait, c'est 1,5 milliard de gens qui passent les frontières. Donc quelqu'un qui va tous les week-ends de Belgique en France est compté à chaque fois dans les statistiques de l'OMT. Donc on a une espèce d'image faussée de qui ça concerne en termes de politique d'attractivité, mais là, plus de 2/3 des Français voyagent en dehors du secteur marchand. Donc ils vont dans ce que tu dis, des espaces où il y a du collectif, où il y a du partage. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a marqué à Hôtel du Nord, la transformation des chambres d'amis des gens quand ils deviennent chambres d'hôtes, ils la transforment sans qu'on leur demande en chambre blanche. Ils vont enlever toute trace de vie. Ils vont enlever le linge de maison, ils vont enlever le chat qui n'arrive plus dedans. Tout seul, on s'est construit cette idée que c'était comme ça que devait être accueilli un touriste.
Et du coup, un touriste, c'est Mm. pas forcément ce qu'il a envie, mais c'est comme ça qu'est construit l'industrie touristique. Mais du coup, ça rend difficile l'exercice, par exemple, pour des hôteliers. Plus de la moitié des hôtels sont des hôtels familiaux, hein, qui sont exploités, voilà, qui essayent de bien faire. Mais quand tu fais ça, tu sors du classement, tu es moins visible. Et du coup, tu es obligé de construire d'autres relations pour accueillir des gens chez toi. Et moi, alors je sais pas quand toi tu exerçais, mais j'ai interviewé plusieurs gérants d'hôtels. Ils avaient déjà cette pluri-hospitalité d'accueillir des gens différents, pas que des touristes, des travailleurs. Il y en a qui avaient choisi de pointer sur les artistes, etc. Ils avaient déjà construit des relations différentes et des modèles économiques en accueillant des gens différents. Et je crois que ça s'est renforcé en plus avec le Covid. Ça veut dire que là, Mm. il a fallu aussi, il y a eu des réflexions à la fois sur le sens de son métier, mais aussi une réalité de devoir se relancer sans le retour de l'international. Donc, je Ouais, crois ouais. qu'elle est revenue la question en tout cas de la relation. Ouais, et il y a un point qui m'interpelle aussi sur l'attractivité d'un territoire. En effet, on focalise sur une minorité qui est le touriste, et donc peut-être que l'opportunité, c'est de focaliser sur l'attractivité d'un territoire par rapport à ses citoyens, justement, parce que si on améliore la qualité de vie des citoyens, automatiquement ou naturellement, on devrait augmenter la qualité de l'expérience du voyageur. Ben, déjà, moi j'étais à Venise où j'ai habité pendant longtemps. On essaye de nous vendre, quand tu es habitant, les retombées positives du tourisme, qui sont pas fausses, hein. Des fois, ça finance les transports en commun, etc. Mais on pense pas que quand on habite quelque part, on a besoin d'accueillir. Je raconte souvent l'anecdote. Moi, j'ai voulu accueillir une fois une compétition d'escrime d'un de mes fils. Ben, j'ai pas pu, parce que c'était trop cher pour que les gens viennent. Mais un artisan qui veut prendre un apprenti, ben, il faut bien que l'apprenti se loge. Un hôpital qui a besoin d'accueillir des infirmiers en stage, les aidants qui accompagnent quelqu'un qui est hospitalisé sur la longue durée, il faut bien qu'il les loge. À Venise, il y a 43 places pour cela, dans un hôpital. Il y a une fondation qui fait ça parce qu'ils savent qu'ailleurs, ils pourront pas se loger. J'avais fait une balade avant de partir de Venise il y a 3 ans sur l'hospitalité à Venise. Il y avait 73 000 lits pour les touristes. Il y en avait 3 000 pour tous les autres. Tous les autres, c'est les étudiants, c'est les aidants, c'est les familles. On est dans une capitale, il y a des gens qui vont passer des concours administratifs, il y a des gens qui vont rendre visite à des gens qui sont en prison, il y a des gens qui vont au tribunal faire des procès. Toutes ces personnes-là, c'est déjà un flux considérable, mais il n'est pas considéré parce que son panier de dépenses est moins élevé. Par contre, c'est des gens qui reviennent. On nous fait tout un discours sur il faut mieux répartir le tourisme, mais on ne s'intéresse qu'aux gens qui viennent qu'une fois. Tous les gens qui reviennent régulièrement, on ne s'intéresse pas à eux, les gens de proximité. Et là, quand ils reviennent, ben forcément, il faut leur offrir d'autres récits, d'autres lieux à voir. Et donc là, on a une possibilité de raconter plein d'autres récits, de partager plein d'autres territoires. Et puis les gens qui viennent pour travailler ne vont pas tous se concentrer, se loger autour du spot touristique. Ils vont se loger dans les endroits où ils travaillent, dans les endroits où ils font les concours. Donc on est sur beaucoup d'aspects. On a déjà la possibilité de faire une transition en termes d'accueil. Par contre, je n'ai pas trouvé de ville aujourd'hui qui était en capacité de me sortir le nombre de personnes qui arrivaient sur son territoire. On sait souvent arriver à aéroport, arriver train, mais les autres, ils ne savent pas. Même la ville de Paris, on a travaillé avec eux, ils ont découvert avec Flux Orange, la Vision, ils ont installé ça, ils ont découvert des pics à un endroit qui pour eux était hors de la carte touristique et qui venait, ça faisait de temps en temps, ça. Et en fait, c'était un lieu de concours. Tous les Français qui viennent passer leur concours à Paris, mais ils savent pas où ils se logent, ils savent pas où ils mangent, ils viennent, ils dorment sur place, ils passent le concours, ils repartent. Donc ça veut dire que même des villes comme ça n'ont pas de vision de toutes ces personnes de passage, mais n'ont pas non plus de cartographie de toutes les personnes qui les accueillent. Je l'ai redit, hein, les foyers de travail ménagères, les CROUS qui sont tous en tension, qui font de la médiation locative, les maisons des aidants, les maisons des apprentis, les maisons des saisonniers, etc. On ne sait pas. Et après, tous les dispositifs qui existent, ils ont tous développé des dispositifs d'accueil, des types de contrats, des formes d'aide, des accompagnements. Et pour finir sur ça, on n'est pas forcément. Les gens disent souvent oui, mais ça va avoir un impact économique moindre. Déjà, ce que je dis, ça ne bénéficiera pas aux mêmes. Mais nous, l'hôpital hospitalier, quand on accueille les femmes enceintes autour de l'hôpital Nord qui sont à plus de 45 minutes, c'est 80 € la nuitée, avec petit déjeuner. Bah pour nous, pour certaines chambres, c'est plus cher que ce qu'ils vendent normalement. Pour d'autres, non. Mais ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans une espèce d'économie qui serait de la solidarité ou du non. Quand on accueille des gens qui viennent travailler dans la zone franche, les entreprises payent des forfaits à la nuitée qui sont honnêtes. C'est sûr que par contre, s'ils veulent aller dans du 4 étoiles, ils ne pourront pas avec le forfait qu'ils ont. Mais en plus, ils veulent pas aller dans du. Quand nous on discute avec eux, c'est ce que disaient. Ils veulent pas se retrouver le soir pendant. Ils vont une semaine par an, une semaine par mois dans les quartiers nord. Ils ont fait les hôtels. Maintenant, ils préfèrent être des fois chez des gens qui discutent. Et on a des contrats où nous, ils passent des contrats avec un forfait la nuit et ils tournent et ils changent de chambre. Ils viennent une semaine chez l'un, la semaine d'après, ils vont chez l'autre. Et on en a une comme ça avec qui on a eu un contrat pendant 3 ans. Elle a tourné sur toutes nos chambres. Et pour avoir des relations, des fois elle était dans une belle bastide marseillaise, des fois elle était dans un appartement, des fois elle était dans une ferme, des fois voilà, et elle tournait. Ce qui l'intéressait, c'était la relation qu'elle construisait avec les personnes et pas le niveau de confort. Et des fois, elle payait plus que la prestation hôtelière, on dirait, et des fois, ben, ça lui coûtait moins cher. Mais c'était plus ça sa clé de lecture. Là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis.
Là, il y a un petit peu les tendances du tourisme, les tendances hôtelières qui sortent là depuis septembre jusqu'à la fin de l'année. Et on voit notamment beaucoup apparaître cette tendance, cette opportunité d'hôtels hybrides, hein, ce qui s'appelle aussi les hostels, hein, où voilà où tu vas notamment, ce sont des lieux qui sont de plus en plus appréciés par les voyageurs d'affaires, par les jeunes, où c'est un hybridation entre de l'auberge de jeunesse et de l'hôtel qui favorise aussi ces lieux de rencontre, malgré une standardisation imposée parce que généralement ce sont des groupes qui les gèrent. Donc là en fait ce que tu dis aussi c'est il y a la quête aux étoiles et plus aussi ça t'invite à être dépendant d'un grand groupe. Mais les grands groupes aussi se réinventent. On parle de se réinventer depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ces formats hybrides? Parce que du coup, tu as ce côté lieu partagé, collectif, adapté à différents publics, notamment des coworkers voilà où tu peux louer plusieurs jours voire plusieurs semaines avec un lissage du tarif. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle tendance? Est-ce que on est sur quelque chose qui frise avec qui flirte avec le greenwashing ou le social washing, ou au contraire peut-être une façon de prendre de la distance avec certains critères qui peuvent être justement totalement incohérents par rapport à ce facteur d'accueil et de rencontre qu'on demande hein, clairement quand on va séjourner quelque part. Alors, pour ça, ce qui est intéressant, c'est de suivre les conseils en investissement dans le champ hôtelier. Parce qu'il y a quand même des boîtes dont c'est le métier, hein, de dire où c'est qu'il y a un meilleur taux de rentabilité au mètre carré quand on construit de l'offre hôtelière. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces nouvelles auberges de jeunesse sont parmi les meilleures rentabilités. Et en fait, il suffit d'y penser 5 minutes. Hein, au lieu de mettre deux personnes dans une chambre, on en met 8, et à qui on fait payer cher. Et du coup, c'est plus rentable. Et on fait aussi... et du coup, quel est le projet de ces lieux-là qui est intéressant. Moi, il y avait un lieu que je mettais en avant qui était le Combo à Venise, puisque c'est un lieu que j'ai souvent recommandé, des gens qui me demandaient, puisque c'est la ville de Venise qui a récupéré une ancienne gendarmerie, un très beau cloître avec beaucoup de chambres. Et l'université a dit, OK, on le confie à un privé, mais en échange, il faut loger les étudiants dedans, et après, vous pouvez construire un modèle économique où vous allez accueillir d'autres personnes. Donc, c'est un lieu mixte, comme tu dis. Donc, il y a des chambres pour les étudiants, ça devient une auberge jeunesse, il y a des chambres pour accueillir les familles, il y a un restaurant gastronomique, il y a un cloître gratuit. Donc, c'est tout un lieu de cette pluri-hospitalité que j'ai souvent mise en avant. Et là, dernièrement, hier, j'ai rencontré une personne que j'ai renvoyée là-bas, qui m'a dit, oui, c'est super, mais 180 € la nuit pour deux. Et du coup, c'est cette logique où ces auberges de jeunesse arrivent à des tarifs comme ça, le lit dans un dortoir. Je ne sais pas si vous avez essayé de réserver sur ces auberges à Paris, mais on n'est pas dans le tarif auberge de jeunesse qui est quand même à 25 € la nuit. Ça veut dire qu'on est les auberges jeunesse, leur projet, c'est de rendre accessible le centre de ville à des jeunes qui voyagent. Et pas que des jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup aussi de femmes âgées seules qui aujourd'hui voyagent grâce aux auberges de jeunesse. Quand elles tombent sur ces auberges-là, qui sont dans une logique, en fait, ce qui est mis en avant, ce que je dis quand on voit les logiques d'investissement, c'est le taux de rentabilité du mètre carré. Et bien forcément, les prix, je pense que quand il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris, ils vont arriver à des 200 € le lit dans un dortoir, quoi. Donc, le projet n'est pas l'hospitalité. C'est pas le projet de ces lieux-là. Après, tant mieux qu'ils existent, parce que quand il n'y a pas de tension, leurs tarifs seront peut-être en dessous de l'hôtel, mais c'est pas des lieux qui sont pensés pour être hospitaliers. C'est des façons d'optimiser la rentabilité économique d'un foncier d'hôtellerie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens ont besoin, sont prêts à dormir dans des chambres à plusieurs, en payant moins, etc. Donc, d'où le nouveau classement aussi, hein. C'est intéressant de voir que le nouveau classement est sorti en même temps que les fonds d'investissement ont commencé à dire que c'était là que c'était intéressant d'investir aujourd'hui. C'est comme les appart-hôtels. C'est un autre endroit où là, on dit qu'il y a un intérêt à investir et on voit beaucoup d'investissements dedans. Mais la logique n'est pas hospitalière. D'ailleurs, ça met en tension les auberges de jeunesse du réseau de l'affuage, parce que eux, du coup, il y en a qui sont en train de lâcher l'affaire, en train de dire, nous aussi, on va aller dans le revenu management, et bien, on va faire des nuitées dans un dortoir à 100 € le jour où il y a une compétition à La Rochelle. Et voilà, j'en connais plusieurs qui... Et là, ça relève d'une politique publique. Avant, ces lieux-là d'hospitalité étaient financés aussi pour cette mixité d'accueil. Aujourd'hui, ils ne sont pas. Donc aujourd'hui, on laisse le marché réguler ces formes d'accueil. Donc tant mieux que ça se développe, parce que ça construit d'autres imaginaires de l'accueil. Après, la finalité, moi je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'il y a des villes qui sont en train de récupérer leurs auberges de jeunesse à l'affeuage et qui sont en train de les redonner à ce type de fonds-là, parce que c'est vrai qu'eux garantissent des taux de remplissage, etc. Ils vont faire venir des taux. Et à nouveau, on est dans cette logique-là, ils vont faire venir des jeunes qui ont de l'argent. Et donc, des jeunes qui n'auront pas d'argent ne pourront pas accéder à ces lieux-là. Et puis, les auberges de jeunesse, ce ne sont pas que des lieux qui accueillent des jeunes, c'est les lieux qui ont accueilli les réfugiés ukrainiens. C'est des lieux, quand il y a eu des crises, qui ont toujours été là. Pour être allé à Briançon, ceux qui ont accueilli les réfugiés qui passaient la frontière, c'est les auberges de jeunesse de Cherche-Chevalier et de Guillestre. Je veux dire, c'est des lieux qui ont eu toujours une sensibilité à accueillir des gens dans l'urgence aussi.
Et si vous allez aux auberges de jeunesse de Charente-Maritime avec Philippe Moretti, qui est président aussi de l'UNAT, vous retrouverez chez lui des jeunes, vous retrouverez des groupes, vous retrouverez des BAFA, vous retrouverez des mineurs isolés qui l'accueillent aussi, vous retrouverez des femmes isolées qui l'accueillent aussi. Il y a une vraie mixité et une vraie attention à être hospitalier avec tout le monde. Je ne pense pas que si vous allez voir un directeur de ces nouveaux lieux, je ne sais pas, mais il est cette attention et ce type de partenariat avec des travailleurs sociaux. Lui, il a des conventions avec les centres sociaux, il a des conventions avec les gens qui mettent à l'abri, avec les gens qui font de la formation BAFA, etc., pour pouvoir accueillir dignement toutes les personnes sur La Rochelle, Rochefort et Saintes. Donc, pour que les choses changent plus ou moins, il faut remettre en question l'intention initiale, qui aujourd'hui est purement économique, ok, et d'y ajouter plutôt une intention, comment dire, sociale et sociétale, qui doit redéfinir vraiment le fameux pourquoi, quoi. Pourquoi on fait ça? Quel est le sens qu'on veut donner à ça? Parce que moi, ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est quand même, autant je suis entièrement d'accord, c'est quand même, il semblerait qu'il y a des forces de l'autre côté qui restent quand même bien focalisées sur l'aspect économique. Donc, comment on fait pour faire basculer? L'aspect pas économique, moi je gère une coopérative où les gens ont besoin de vivre de leur activité, d'héberger, d'accueillir. La question, c'est quel type d'économie ça développe. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, je dis ne pas opposer les deux à retombées économiques égales ne favorisent pas le même type d'économie localement. Donc c'est aussi ça, c'est pour ça que ça revient à la fin à un choix de politique publique, de qui on va favoriser en termes de type d'accueil. Et on le redit à nouveau, ça favorise pas aussi les habitants. Est-ce que c'est important de permettre aux artisans d'avoir des apprentis? Est-ce que c'est important de permettre aux familles d'accueillir leurs proches? Est-ce que c'est la responsabilité est là, mais tout ça aussi, c'est des retombées économiques. Mais ce que je dis, c'est pas les mêmes commerces qui vont en bénéficier, c'est pas les mêmes restaurants, c'est pas les mêmes lieux. Et on est dans un modèle qui s'est construit il y a 100 ans, ce que j'ai dit, à nouveau, pour faire une consommation déplacée, dans des logiques d'après-guerre, d'après-crise économique, etc. Aujourd'hui, on est dans une crise climatique. Et donc, du coup, c'est sur ça qu'il faut construire un nouveau modèle, une nouvelle façon d'accueillir. Et pour ça, on est obligé, nous, les trois éléments, c'était le confort. On dit qu'il faut revenir au réconfort. Le touriste, où il faut sortir de cette catégorie et parler d'hospitalité. Et le dernier, c'est l'intermédiation, puisque tu demandais les champs de recherche sur lesquels on travaille. C'est tout ce qui nous met en relation les uns avec les autres. Aujourd'hui, on est dans des plateformes qui font qu'on n'est pas en relation les uns avec les autres. C'est elles qui captent nos historiques, c'est elles qui captent nos marques, c'est elles qui captent nos clientèles. Et c'est à la fin, on en arrive même à avoir peut-être une relation essentiellement avec la plateforme qui va nous amener à faire une activité, pas forcément avec la personne qui accueille. Vous savez que voilà, les textes Booking sont écrits automatiquement. Vous ne pouvez pas écrire sur Booking. Sur Airbnb, vous ne pouvez pas donner votre numéro de téléphone ou votre mail. Vous devez payer et après, vous pouvez rentrer en contact et la plateforme garde tout l'historique, etc. Si un mois après, vous vous rappelez de quelqu'un que vous avez accueilli, vous voulez lui écrire, ben vous allez sur votre plateforme, votre partie administrative, tout l'historique a disparu. Vous ne pouvez pas le recontacter. Donc, c'est quand même un endroit où il y a aussi de recréer de la relation. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça on peut négocier et on peut adapter son hospitalité aux personnes qui viennent. Au Hôtel du Nord, des gens sont surpris parce qu'ils appellent une chambre, ils ont un besoin et on va les orienter sur une autre. On va leur dire, oui, voilà, ben maintenant que vous savez ça, c'est plus adapté là-bas. Pour ça, il faut avoir une relation humaine avec les personnes, mais aussi entre les personnes qui accueillent. C'est pour ça que nous, on parle de communauté d'hospitalité. Quand on accueille des personnes de l'hôpital, on ne peut pas le faire tout seul, porter la charge. On a un accord avec l'hôpital, on a un accord des fois avec des ambulanciers qui peuvent venir aider. Et puis des fois, on va avoir un greeters qui va accompagner la personne l'après-midi à se balader. Donc c'est vraiment une communauté qui accueille. Donc c'est des relations au niveau local et c'est des relations avec les personnes qui arrivent. Donc pour nous, c'est les trois éléments. C'est s'émanciper de la catégorie touriste, s'émanciper du classement sur le confort et s'émanciper de l'intermédiation numérique telle qu'elle est pensée aujourd'hui. Et là, en fait, une fois qu'on a fait ça, on retrouve des marges de manœuvre. D'un seul coup, il y a plein de gens qui sont de passage sur un territoire qu'on ne voyait pas, qui sont là. Il y a plein de façons aussi d'avoir un impact moindre sur le climat qui ne sont pas que de l'équipement, qui sont du commun, des surfaces plus petites, du contributif. Et il y a plein de façons aussi de ne plus être en compétition les uns avec les autres, parce que quand on est en relation directe, ces plateformes, pour pouvoir faire des comparateurs, elles nous réduisent à une géolocalisation, un niveau de confort et un tarif. Donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait, son histoire, ça disparaît. Et c'est tout le travail que nous on fait sur ce qu'on appelle les données non calculées et sensibles. On ne peut pas mettre sa photo sur un site, on ne peut pas mettre son récit, on ne peut pas mettre son histoire. Et donc là, d'un seul coup, on invente une plateforme où on laisse la place pour la poésie, pour les histoires, pour les récits, pour les livres d'or. Mais du coup, on est obligé de réinventer, on n'est plus dans des comparateurs. On ne met plus les destinations en compétition, on ne met plus les autres en compétition. Chacun devient singulier et du coup, il faut trouver d'autres façons de se rencontrer. D'où nous, sur les oiseaux de passage, on raconte des récits. Et dans ces récits, si on vous raconte...
je sais pas, l'histoire du ruisseau des Égalades à Marseille, ben dedans, on va vous proposer d'aller dormir à côté, d'aller marcher avec quelqu'un qui fait un travail dessus, de lire un livre sur un artiste qui fait ça. Et c'est comme ça que vous allez choisir la personne chez qui vous allez dormir. Vous n'allez pas la choisir parce qu'il y a marqué, attention, vous êtes 250 à regarder, il n'y a plus que 3 hébergements, ce qui s'appelle le stress marketing, qui est aujourd'hui la façon dont on nous pousse à réserver. Et on revient à cette idée de relation sans relation. Ça veut dire reconstruire de la relation, c'est aussi pouvoir se présenter, dire qui on est des deux côtés, en tant qu'accueillant et en tant que personne accueillir. Donc, si on s'émancipe de ces trois-là, je pense que là, on retrouve une vraie marge de manœuvre dans la capacité et pas à innover, puisqu'en fait, tout est déjà là. Il y avait déjà des formes d'accueil bien avant le tourisme. Il y a beaucoup de gens qui accueillent déjà avec d'autres façons de faire, et du coup, il suffit de les mettre autour de la table. D'un office du tourisme, il suffit d'ouvrir les portes de l'office du tourisme aux CROUS, aux foyers de jeunes travailleurs, aux personnes qui accueillent les réfugiés, aux syndicats de travailleurs, aux collectifs d'habitants. Et c'est collectivement qu'on met sur la table toutes les données de qui arrive, quels sont les dispositifs, etc. et qu'on construit une politique d'accueil, qu'on change les pages de l'office du tourisme, qu'on fait des nouvelles cartes, qu'on propose des nouvelles services et qu'on construit des nouveaux modèles économiques pour les hôteliers, pour les restaurateurs, etc. etc. Donc on a les éléments aujourd'hui pour le faire. Par contre, mais c'est une question que je vous renvoie, moi je vois la difficulté des acteurs du tourisme à la fois être dans une impasse en termes de développement, il me semble, aujourd'hui, à se rendre compte qu'il y a quand même une impasse. On peut pas, le modèle tel qu'il est pensé arrive de plus en plus en tension, et en même temps de jamais se poser la question de l'impact de la taxe de séjour, des algorithmes, des modes de classement. Et quand moi je le dis, ça devient pas un sujet, en tout cas, ni de travail, ni de curiosité, ni d'expérimentation. Bah, ne t'inquiète pas, Prosper. Moi, je tente aussi un petit peu d'y travailler sur les impacts réels des politiques publiques appliquées au tourisme, et c'est quand même assez voilà, de voir un peu les indicateurs qui sont, les chiffres qui sont mis en valeur dans les rapports d'activité des acteurs institutionnels, qui révèlent pas du tout en fait de ce qui est vraiment fait, comment c'est perçu, etc. On sait aussi qu'on on sait pas lire le chiffre en fait. Généralement, c'est les élus qui veulent des chiffres de fréquentation dans les bureaux d'information touristique, mais sans savoir si les gens ont consommé suite aux conseils qui ont été donnés. Bon, voilà, on va clairement pas assez loin. Et bah, là, on parle de modèles qu'il faut réinventer. Donc moi, j'ai envie de te questionner là-dessus parce que ça m'intéresse. Et en plus, vous avez une spécificité au niveau d'Hôtel du Nord et des oiseaux de passage. Pour moi, sortir de ce modèle un peu imposé, ça sous-entend de réfléchir à des nouveaux modes ou modèles de gouvernance davantage ouverts. Aujourd'hui, c'est quand même très fermé. Ce que moi j'appelle l'écosystème touristique, les parties prenantes, hein. Le Oui. client final, c'est toujours le visiteur ou le touriste. D'ailleurs, moi je parle pas de touriste, je parle plutôt de visiteur. Euh, alors qu'en fait, pour un office de tourisme, aujourd'hui, c'est davantage le socio-professionnel, son client principal ou son élu. Donc, il y a aussi une logique de clientélisme. Moi, je suis persuadée que réfléchir à des nouveaux modes de gouvernance davantage ouverts, davantage participatifs, permettrait aussi de révéler les impacts réels, d'évaluer davantage la performance des politiques publiques. Moi, je travaille sur la performance, mais c'est peut-être plutôt anti-performant, avec du coup aussi l'exemple que vous portez au niveau d'Hôtel du Nord et des oiseaux de passage, qui est votre statut juridique, qui peut être, voilà, la gouvernance, c'est pas que le statut juridique, c'est une organisation collective, mais qui peut aller jusqu'au statut juridique. Et vous, vous avez cette spécificité, cette particularité qui est assez qu'on voit pas beaucoup dans le tourisme, qui est d'être sous forme coopérative. Donc voilà, au niveau des enjeux de nouvelle gouvernance, et vous, votre cas de coopérative, comment est-ce que ça facilite justement la décision et de se permettre aussi d'être peut-être plus ambitieux pour réinventer des nouveaux modèles? Alors déjà, réinventer le syndicat d'initiative, avant, il y avait les habitants autour de la table, hein. Je veux dire que ce modèle-là qu'on a aujourd'hui de l'entre-soi touristique est pas très vieux. Par contre, ce qui est problématique, c'est il existe à toutes les échelles. Ça veut dire qu'au niveau de l'OMT est la seule organisation de l'ONU co-gérée avec le privé. Quand je dis co-gérée, ça veut dire que Google, tout ça, siège au niveau de l'OMT. C'est au niveau de la France, il y avait un ministère du tourisme, maintenant il y a une agence qui s'appelle Atout France, qui est co-gérée avec le privé. Et au niveau local, on a des offices du tourisme, on a autour de la table le privé. Donc on est dans un secteur quand même où le privé a pris totalement la main sur la gestion d'une politique publique. Les systèmes de classement, les immatriculations, la matriculation, on la demande à Atout France. Moi, je le sais, on s'est battu 3 ans pour être agence de voyage sans être immatriculé. Ce qu'on a gagné à Hôtel du Nord, donc on vend du voyage, on a bénéficié de la fiscalité et de l'assurance. On n'est pas immatriculé, mais il a fallu qu'on monte au niveau de l'État pour qu'il désavoue Atout France dans sa réponse et qu'il nous donne le droit de commercialiser nos offres. Donc on a quand même un problème, et là je suis d'accord avec toi au niveau de la gouvernance,
c'est que ces agences qu'on pense publiques, en fait, servent aussi des intérêts qui sont privés. Après, moi, je ne suis pas gêné avec ce que le privé soit autour de la table. Hein. Je suis dans une coopérative, je suis du secteur privé. Par contre, c'est pourquoi il n'y a qu'une partie du privé qui est autour de la table. Et pourquoi aujourd'hui, ceux qui inventent qui font bouger le tourisme ne font pas partie de ce secteur. C'est les héliologements. C'est pas les héliotourismes aujourd'hui qui sont en train de faire contrôler l'explosion de la LCD. Hein. C'est bien eux qui sont, c'est les collectifs d'habitants qui se sont structurés. Là, on a créé le collectif des habitants permanents qui sont en train de travailler sur des textes de loi. C'est les syndicats de femmes de ménage qui sont, c'est le secteur extérieur qui est en train de re-rentrer de là où on l'a sorti du tour de table. Il est plus autour de la table, mais même nous, les acteurs du tourisme durable, je le répète, je suis jamais venu à ATD, ATR, ATES, on est tout ça en ayant un syndicaliste invité autour de la table à parler des conditions de travail alors qu'il y a la grande démission. J'ai pas vu de représentants de collectifs d'habitants venir là dire la problématique foncière que ça pose, alors que je vous dis, on a créé un collectif, on est déjà 30 en 2 mois. Donc oui, il y a un vrai problème déjà de qui est autour de la table. Après, la forme, Hôtel du Nord, nous on est 80 dedans, il y a une trentaine d'hébergeurs, il y a des baladeurs, il y a des savonniers, il y a des éditeurs, il y a des collectifs d'habitants, il y a des associations. Et c'est vrai qu'on pense l'hospitalité collectivement. Et moi, j'ai mis longtemps même à penser qu'en fait, on était peut-être une forme d'office du tourisme des quartiers nord, mais ça me paraissait tellement éloigné. Les gens qui y a autour de la table, avec ce que j'ai vu quand je suis allé dans des offices du tourisme, autour, voilà, il y a des gens, on parle d'hospitalité, on a un vocabulaire qui est complètement différent. Et ça pose aussi la question de la formation aujourd'hui des professionnels du tourisme. François a pu venir marcher dans les quartiers nord. Moi, je me suis amusé aussi quand on était les oiseaux de passage à faire un tour aux différentes personnes qui avaient des formations dans le tourisme durable. Ils n'avaient jamais entendu parler d'expériences comme Hôtel du Nord. Ils n'avaient jamais vu dans leur viseur toutes les autres formes d'accueil qui existent. Je ne le redis pas, hein, mais tous les gens qui accueillent. Les formes hybrides dont tu parlais, c'était en dehors de leur radar. La seule approche de la durabilité se résumait en gestion des flux touristiques, donc des quotas, etc., ou en équipement touristique, donc tout ce qu'est l'écologe, etc., etc. Donc on voit que c'est toute la filière qui est à repenser aussi, parce que c'est le problème qu'a eu le tourisme social, où il a essayé de rendre accessible le tourisme. Et Gilles Kerr a beaucoup documenté cette partie de l'isomorphisme. Comment petit à petit, ils ont voulu donner le même droit aux vacances que les autres, et ils se sont mis à mettre des piscines, des spas, des restaurants. Avant, le tourisme social, c'était des lieux collectifs, autogérés, où on se mélangeait. Maintenant, c'est monté en gamme. Et des fois, il y a une difficulté à faire une différence entre un village géré par du tourisme social et un village qui ne fait pas partie de ce champ-là. Même si encore des acteurs tiennent dessus vraiment à l'accès aux vacances pour tous, et ils sont quand même assez nombreux en France, mais ils ont une vraie difficulté parce que le personnel qu'ils embauchent a un type de formation, les contraintes fiscales qui sont soumises, c'est celle du tourisme, etc. Donc le cadre pousse à l'isomorphisme. Pour finir, nos hôtels du Nord, on a mis, pour dire quand même que c'est fort, dans les quartiers nord où le tourisme, on ne peut pas dire qu'on était baigné dedans. Il y avait 1, 2, 3 hôtels dans les quartiers nord pour 350 000 habitants. Eh ben, on a mis 5 ans à avoir l'hôpital Nord en plein milieu des quartiers nord avec 1000 personnes qui arrivent tous les jours. Et c'est parce que des gens de l'hôpital Nord sont venus dormir dans nos chambres en disant mais pourquoi vous ne nous accueillez pas, qu'on a développé un réseau de chambres, qu'on a fait une plaquette, qu'on l'a diffusé, qu'on a formé, qu'on a informé tout le monde et qu'aujourd'hui on accueille les personnes qui vont à l'hôpital. Mais au début, nous-mêmes, on était focalisés sur les Américains, les Anglais, sans se poser la question. Et aujourd'hui, on s'est retourné vers les compagnies qui sont là, les théâtres, les entreprises, etc. Mais c'est ce changement de regard qui d'un seul coup donne un potentiel en termes d'impact environnemental, d'impact social, d'impact humain, qui suffit de se décaler un peu. Et je sais plus ce que je répondais, mais voilà, c'était un peu ce fil-là. Je pense qu'il y a, oui, en termes de gouvernance, la coopérative est intéressante, mais c'est pas tant le statut que qui est autour de la table. Si aujourd'hui, demain, un office du tourisme se transforme en SIC et qu'il ne crée qu'un collège pour les sociopros, et que on ne voit pas les syndicats, on ne voit pas les gens qui habitent là, on ne voit pas les gens qui prennent soin de la terre, etc. Parce qu'en fait, le tourisme est très transversal. Il touche l'accès à l'eau, on le voit bien aujourd'hui, il touche les questions alimentaires, il touche les questions de représentation culturelle, il touche tellement de choses que il relève vraiment d'une politique publique. Et aujourd'hui, on l'a laissé quand même dans les mains d'une gestion qui est très privée. Donc, c'est ce qui crée aussi des tensions. Et ce qui crée aussi, ce que disait François, une difficulté du secteur du tourisme à d'un seul coup relâcher ce qu'il a mis tant de temps à gérer tout seul, à produire des chiffres tout seul, ou d'un seul coup, non, il faut qu'il ouvre ses portes et que ceux qui s'occupent du logement, l'élu, soient là aussi autour de la table. Parce que ça a un impact sur le logement, que ceux qui s'occupent de l'environnement soient là autour de la table, que les habitants soient là, que les syndicats soient là, parce que tous sont impactés par son activité. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a peut-être pas forcément besoin d'innover, il y a peut-être besoin, et c'est marrant c'est un livre que je lis, et c'est une autrice que j'aime beaucoup, Frederica Van Ingen,
qui dit bah, aujourd'hui, on devrait se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas déraciné et s'il serait peut-être temps de retrouver nos racines. Et justement, de retrouver nos racines, ça veut dire retourner un peu sur ce que faisaient nos anciens et réapprendre ce qu'on faisait avant, quoi. Il n'y a peut-être pas besoin de réinventer forcément la roue. Alors, j'ai juste pas abordé un point que tu avais abordé, qui est la résonance, c'est-à-dire qu'aussi c'est toute la relation et tout ce qu'on n'attend pas, ce qui est inattendu dans le rapport. Mais là où la résonance, elle est aussi avec le passé, il y a un texte de Paul Ricoeur qui est intéressant aussi sur Calétos pour l'Europe, et qui dit que dans les traditions, en fait, c'est là qu'est déjà il parle de flèche de futurité. Ça veut dire que dans les traditions d'avant, il y a déjà en fait des gens qui ont réfléchi à ces questions d'émancipation, de rapport à la nature, et que des fois, ça a été aussi des batailles perdues. Et que ça, on ne le raconte pas, et reprendre ces histoires-là et les réactualiser, et bien en fait, c'est ça aussi qui nous permet de construire le futur. Donc dans les traditions, c'est pas juste les conserver telles qu'elles sont, mais c'est les réimaginer. Et c'est nous, si on a pris le nom de coopérative dans les quartiers nord, c'est qu'on a relié avec l'histoire des solidarités ouvrières. Quand les ouvriers se sont serrés les coudes dans ces quartiers, on refusait d'être mis en compétition, parce que des fois, on fait venir les Algériens pour casser les grèves des Italiens ou des Espagnols, etc. Ils se sont serrés les coudes, ils se sont remis ensemble. Et nous, c'est cette histoire-là qu'on a réveillée avec coopérative, mais par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, où à nouveau, on était séparés à cause des histoires de clientélisme. Donc c'est bien, c'est pas juste se réfugier dans le passé, mais c'est de savoir dans le passé retrouver des histoires qui font sens aujourd'hui. Et c'est nous là tout le travail sur l'autre volet sur lequel on travaille, qui est patrimonial. C'est que souvent, on retrouve pas dans les musées, on retrouve les grands hommes, les grandes batailles, on retrouve pas toutes ces luttes sociales, ces batailles collectives, ces moments d'émancipation. Ça, c'est beaucoup moins raconté. Et retourner dans ces histoires, dans ces archives, dans ces traditions-là. Et il y a aussi des traditions d'habiter, où on savait vivre avec le chaud, il y avait des formes d'habitation qu'on peut aujourd'hui revisiter, réactualiser. Donc c'est pas une vision nostalgique, au contraire, c'est une vision de se dire innover. J'avais un peu écrit, c'est innovare, et c'est faire du nouveau du dedans, c'est renouveler en fait. Je pense que le tourisme, on n'a pas besoin d'innover, on a juste besoin d'inventer dans le sens de invenire, ce qui doit devenir, ce qui est notre avenir, et du coup de partir de ce qui existe déjà, le réactualiser. Mais l'hospitalité a une histoire tellement longue, on se replonge dedans, et on a déjà tout ce qu'il faut, il suffit de l'actualiser. Donc je suis d'accord avec toi, il y a vraiment ce lien. Et c'est tout l'autre volet de notre travail sur le patrimoine et sur le sous-titre d'Hôtel du Nord qui s'appelle Fabrique d'Histoire. Donc c'est de replonger dans nos histoires pour à un moment retrouver la démarche de manœuvre aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait moi avec la catégorie touriste. Je suis remonté dans son histoire, dans celle du confort, etc., pour retrouver des marges de manœuvre. Donc c'est bien un retour vers le passé, mais que tu réactualises par rapport à des enjeux aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Et donc du coup, ça permet de réinventer. Je pense que oui, il y a un vrai lien avec la question de la tradition, de l'histoire, qui va nous permettre de repenser les défis auxquels on doit faire face. Bah, là-dessus, clairement, Prosper, moi, je pourrais, tout comme toi, François, te garder une journée entière, parce qu'il y a tellement de mise en perspective dans votre discours et votre travail, et ça fait du bien. Moi, je suis une ambassadrice des oiseaux de passage sans faire mon moment cirage de pompe depuis que je vous connais. Et moi aussi, j'ai eu la chance de venir à Marseille en voyage d'études avec le Cercle des Imaginateurs, qui est le réseau des sociopros du PNR des Landes de Gascogne. C'était tellement incroyable, cette expérience de mixité des gens et de projet de territoire. Donc là, moi, je vais reprendre un petit peu les éléments de synthèse de vos travaux qui me semblent totalement pertinents. Et de toute façon, pour les auditeurs, on fera un peu une liste aussi des ressources proposées par les oiseaux de passage sur l'étude sur l'impact de l'aérien pour Marseille, etc. Parce qu'il y a vraiment un travail de titanesque derrière les oiseaux de passage et notamment de ton travail de chercheur, d'ingénieur ethnographe, excuse-moi. Donc, si je synthétise en quelques points ce que tu as pu nous dire, voilà, il y a cette notion hyper intéressante de ne pas chercher uniquement le confort au sens aujourd'hui critère de qualité, mais ce réconfort, l'humain, l'authenticité, cette véritable rencontre, de replacer vraiment l'humain au cœur de notre secteur. Le tourisme et le touriste qui est très réducteur par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, donc d'ouvrir nos œillères et d'où ce concept d'hospitalité, de plurihospitalité, c'est ça le tourisme durable en fait, c'est ce que vous proposez dans votre vision autour de l'hospitalité. Pour moi, c'est ça le tourisme durable quand on regarde vraiment la définition de l'OMT et ce côté aussi prendre de la distance par rapport aux intermédiaires, notamment les OTA, et réfléchir sur le côté voilà récit de territoire. Donc ça, c'est ce que tu as dit au niveau de vos gros chantiers. Moi, ce que je trouve, en quelques mots, ce côté vraiment l'inclusion. Il y a d'autres synonymes possibles, mais ce côté pour tous qu'on néglige beaucoup trop et un petit peu honte à nous, acteurs du tourisme. On est tellement passionnés par nos métiers, mais pour une
on va travailler pour des riches et on rend pas on travaille pas sur l'inclusion de nos territoires et on en perd ce côté intérêt général. Donc nouvelle gouvernance, ce côté inclusion et des questions à se poser aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet touristique? Quels bénéfices pour les territoires? Pour qui, en fait? Et à partir du moment où on peut se re-questionner, parce que c'est des choses qu'on s'est déjà questionnées. Tu donnais l'exemple des syndicats d'initiative. Oui, nouvelle gouvernance pour les OT. Peut-être que l'OT de demain reviendra à ce qu'il était hier, avec davantage de professionnalisme, mais en gardant ce qui fait sens, à savoir l'humain. Donc voilà un petit peu pour ma synthèse avec mes mots et ça fait plaisir de vous écouter, de suivre ce que vous faites aussi. Voilà avec je ne sais pas si c'est depuis que tu as le grade de docteur Prosper, mais on te voit de plus en plus sollicité comme expert. Et merci parce que oui, tu as vraiment beaucoup de choses passionnantes à nous dire. On parle des fois d'un acteur militant. Moi, je me considère comme une actrice militante et c'est totalement assumé. Donc, rejoignez-nous du côté d'un tourisme ou une hospitalité militante parce que c'est ça qui est porteur de sens et de valeur dans nos métiers. En tout cas, moi, c'est ce qui me donne envie de me réveiller le matin. Donc, un immense merci à toi, Prosper. Merci François de laisser carte blanche à des gens aussi passionnés et passionnants que Prosper. Moi, c'est toujours un plaisir d'essayer de questionner, de taper dans la fourmilière pour essayer de re-questionner les acteurs du tourisme parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser et de garder ce qui fait sens à notre métier. Merci à vous pour l'invitation et le cadeau. Merci à toi, Prosper, pour ce moment fort enrichissant. Je pense que Caro a très bien résumé. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ça donne la banane, ça donne envie. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça va pas se faire en 15 jours, mais bon, il y a des énergies, etc. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir continuer cette conversation prochainement. Oui, nous, on vous donnera, mardi 19 après-midi, on réunit des acteurs pour faire des assises de l'hospitalité à Marseille. Donc, on vous racontera la suite. Et il y a pas mal de collectifs, de professionnels qui ont signé ça pour justement réfléchir à une transition touristique de la ville où on bascule du tourisme à l'hospitalité. Et donc, j'espère que je vous donnerai bientôt des nouvelles. Mais c'est vrai qu'à nouveau, c'est porté plutôt, on va dire, par le bas, par des collectifs, faute d'arriver à convaincre les institutions, les élus de ces enjeux-là. Ouais. Voilà. Je vous tiendrai au courant avec. Puis merci. Merci et puis bonne fin de journée et bon week-end. Ouais, merci. Vous aussi. Merci à tout le monde. À très bientôt. Encore merci Prosper. Vive les oiseaux de passage et l'Hôtel du Nord. Restez avec vos valeurs. Continuez à faire et bonne chance parce que bon, on s'en rend pas compte, mais il y a un petit peu de taf derrière. Donc bravo et vous nous donnez l'espoir. Donc moi je finis ma journée avec toujours avec François avec la banane, mais d'autant plus avec nos amis les pièves des oiseaux de passage. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.